Conakry, 20 décembre, Guinée Info, les titres. Conakry a changé de visage en quelques semaines. La capitale guinéenne va-t-elle continuer à garder ce charme? Le Premier ministre échange sur la question avec les élus locaux à Conakry. Point complet dans ce journal. C'est officiel, Kadiatou Touré de la RTG Boulbiné remporte le prix Adia Tousso qui célèbre le talent féminin. La lauréate a reçu son prix des mains de l'ambassadeur de France. Le détail avec Makale Souma. Et puis votre rubrique rétrospective 2013. Comment le ministère de l'administration du territoire a fonctionné cette année. Le bilan avec Mohamed Lamine Camara qui sera avec nous sur ce plateau en fin de journal. Bonsoir à tous, merci de me choisir. Vous êtes sur la télévision nationale, ce qui concentre l'attention ce soir. Rencontre du chef de l'État avec le président du conseil d'administration du groupe minier coréen MSHK. Les échanges ont essentiellement porté sur l'exploitation de la bauxite de Diandian dans la région de Boké, Sanassi Keita. Intéressé par l'exploitation de la bauxite de Diandian dans la région de Boké, le président du conseil d'administration du géant minier coréen Mounai Service HK arrive à la présidence de la République. Reçu en audience par le président de la République, Gwon Ocheok rassure de son engagement à développer ce projet minier avec un investissement total de 500 millions de dollars américains. Ravi d'avoir rencontré aujourd'hui le président. Cela concerne le développement d'un projet de bauxite dans la région de Boké. Très impressionné par le forum d'Abu Dhabi qui s'est tenu durant les dernières semaines et très impressionné par le discours du président concernant l'ouverture de la Guinée aux investisseurs étrangers. Et il est persuadé que dans les années à venir, la Guinée deviendra un pays, si ce n'est le pays numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Il veut contribuer au développement économique et social du pays en créant des emplois pour les Guinéens, en développant notamment ce projet de bauxite qui est un projet, un investissement total de 500 millions de dollars sur les 3 prochaines années. D'abord une phase d'exploration, de recherche durant les 3 premières années, puis la phase de production après 3 ans. L'arrivée de ce géant minier coréen en Guinée est une réaction à la déclaration du président de la République à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. Une déclaration qui rassure davantage les investisseurs étrangers à s'impliquer dans le développement socio-économique de la Guinée. Et puis à la primature, le Premier ministre chef du gouvernement a rencontré les élus locaux et les membres des structures décentralisées de la capitale. Au menu des entretiens, le suivi du programme d'assainissement de Conakry, Adi Camara. Après 3 semaines de campagne d'assainissement et de déguerpissement des artères principales de la ville de Conakry, l'heure est de faire le constat sur le terrain pour apprécier les travaux exécutés. Une fois, tout le monde pense que la ville de Conakry peut être belle, elle peut être assainnie. Nous allons profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui se sont engagés dans cette opération et qui ont œuvré pour qu'on atteigne ce résultat. Bien qu'on ait enregistré ce succès, Mohamed Seydou Fofana est monté au créneau contre les garagistes, les marchands et autres occupants des espaces publics qui rechignent à respecter l'ordre établi. À partir d'aujourd'hui, nous allons engager une vaste opération pour développer tous ceux qui sont installés sur les emprises des voies urbaines et des places publiques. Et comment surveiller ces points pour que personne ne se installe. Concernant la création et le fonctionnement de la police communale, le Premier ministre a sollicité l'expérience des uns et des autres en vue de valoriser l'action de cette entité de proximité. Pour joindre l'utile à l'agréable, le Premier ministre Fofana a rencontré les personnes devant assurer l'hygiène, le contrôle et le suivi des espaces déjà débarrassés des encombrants physiques de la capitale. Objectif, dérouler la politique du gouvernement en matière d'assainissement et de déguerpissement pour rendre notre capitale plus attrayante. Les professionnels du droit en concertation à Conakry, ils échangent sur l'insécurité qui refait surface dans la capitale et à l'intérieur du pays, malgré les efforts des services de sécurité qui ont renforcé les patrouilles à Conakry pour freiner ce phénomène qui inquiète les populations. Les explications avec Thierno Younoussaba.
Autorités judiciaires et services de sécurité échangent sur les causes de la recrudescence de l'insécurité à Conakry, histoire de freiner ce phénomène. Conformément, n'est-ce pas, aux dispositions légales, à la fois du code de procédure pénale et du code pénal, pour amener la police, la gendarmerie et la justice d'avoir la même vision à pouvoir contrôler, n'est-ce pas, la criminalité qui galope dans notre pays. Qu'il fallait avoir cette rencontre avec les officiers de police, avec les procureurs, pour discuter avec tout le monde, savoir pourquoi cette criminalité et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'endiguer. Au cours de cette rencontre, la chaîne pénale met en évidence l'enquête préliminaire et l'exécution des décisions de justice a été largement évoquée alors qu'il est prévu la mise en place d'une base de données en vue de répertorier les grands criminels qui sèment la terreur. Les actions doivent être entreprises à la fois dans le professionnalisme, dans la moralité et dans la loyauté. J'ai suggéré qu'on fasse une donnée criminelle pour pouvoir suivre l'imagerie et l'action de tous les criminels dans ce pays. Auparavant, les procureurs relevant de la Cour d'appel de Conakry ont échangé sur la bonne application des procédures de justice. Une meilleure administration pénitentiaire a été aussi évoquée pour éviter d'éventuelles évasions de prisonniers criminels. Actualité à l'intérieur du pays, je vous amène à Cancan où des magistrats et auxiliaires de justice sont en formation. Les travaux sont consacrés aux violences faites aux femmes. L'objectif des initiateurs est de permettre aux magistrats de prendre en charge les victimes de ces violences, comme le montre ce reportage signé Al-Gassi Mouba. Les femmes sont souvent victimes de discrimination dans la famille et dans le processus de gestion de la chose publique. C'est dans cette dynamique que le ministère d'État chargé de la justice, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales sur financement du PNUD, a organisé cet atelier. L'objectif de l'atelier, c'est comme on a dit, renforcer les capacités des magistrats, les sensibiliser sur le concept genre pour qu'au niveau des juridictions, la loi soit appliquée, pour qu'au niveau de la juridiction, ils prennent conscience de la nécessité d'interpréter la loi favorablement aux femmes victimes de violences. Nous avons abouti à ce que désormais, qu'il y ait une espèce de disposition générale et particulière qui permette aux autorités pour que ce fléau soit complètement éradiqué. Il s'agit de favoriser le rapprochement de la justice des justiciables en vue de promouvoir l'aide judiciaire en faveur des couches vulnérables que sont les femmes et les enfants. Le parquet d'instance plus les juges de paix de ressort de la cour d'appel de Cancan doivent prendre toutes les dispositions pour que chaque fois qu'une femme ou une fille est victime de ce genre de comportement par certains citoyens, que la loi soit appliquée dans sa rigueur. Pour atteindre les différents objectifs de la réforme, le ministère de la Justice entend mettre en place des stratégies pour favoriser une synergie d'action des acteurs impliqués. Au CNT, les ministres du gouvernement Fofana défendent leur budget sectoriel. Ce matin, le ministre d'État aux Travaux publics était devant les membres du Conseil national de transition, ainsi que les ministres de la promotion féminine et de l'élevage. François Lama suit pour nous ces travaux compte rendus. Devant l'urgence en termes d'investissement dans plusieurs secteurs socio-économiques du pays, ce sont plusieurs départements ministériels qui ont répondu à l'invitation du CNT ce vendredi pour défendre leur budget sectoriel dans les commissions techniques de l'institution. À la question de savoir quelles sont les motivations qui ont amené les membres du CNT à l'examen du budget 2014, les réponses de quelques-uns. L'État, c'est la continuité, ça ne peut pas s'arrêter. Sans budget, il est difficile d'ordonner des dépenses. Ça, c'est la première raison. Mais la raison essentielle aussi, c'est par rapport à nos rapports avec les partenaires au développement. Nous devons être conformes à ce qui se passe ailleurs. En d'autres termes, avant la fin de l'année, avant le 31 décembre, notre budget doit être normalement bouclé. C'est vrai que le président de la République pouvait prendre ce budget par voie d'ordonnance ou prendre un décret pour mettre en exécution le budget comme il le voudra. Mais s'il a soumis à l'approbation de l'Assemblée de transition, c'est pour plus de transparence. Il y a aussi une autre raison. Il faudrait que la nouvelle Assemblée ait son propre budget pour commencer.
Au-delà de ces préoccupations exprimées, ce sont plusieurs questions relatives à la problématique de la prise en charge de l'enfance déshéritée des personnes vulnérables, mais aussi de l'accès des populations aux ressources animales, de la construction des infrastructures routières, mais aussi de l'indépendance de la justice en Guinée qui ont retenu l'attention des membres du CNT. Ces travaux en commission, suivis des rencontres en intercommission, se poursuivent jusqu'au 29 décembre prochain et les plénières sur le volet recettes et dépenses du budget 2014 auront lieu le 30 décembre prochain. Et puis le ministère de l'alphabétisation tente de réduire le taux d'analphabétisme en Guinée. Deux documents de la CEDEAO sont traduits à Maninka et en Pulaar. Ils sont actuellement en train d'être examinés par des professionnels pour validation dans les prochains jours. Les modules s'intéressent à l'intégration sous-régionale et développent des questions de paix et de démocratie. Mohamed Sanko. Deux manuels de référence traduits en Pulaar et en Maninka. Le document initial est élaboré par la CEDEAO pour renforcer le civisme et la bonne gouvernance locale. Il comporte 7 modules relatifs à la paix, aux droits humains, à la démocratie et à l'intégration régionale, des vertus dont la connaissance est nécessaire pour la construction d'une nouvelle Guinée. L'atelier vise à recevoir l'apport des cadres qui n'ont pas participé à la traduction au sein du ministère, les structures externes qui ont aussi de l'expérience dans le domaine de la traduction, à recueillir leur rapport, à enrichir le document pour une meilleure compréhension et une meilleure vulgarisation du manuel de référence de la CEDEAO. Ces documents soumis à l'examen et à la validation des professionnels du système éducatif seront au finish dupliqués et mis à la disposition des centres d'alphabétisation pour une utilisation judicieuse. Une population analphabète peut mener un pays à l'indépendance, mais une population alphabétisée peut développer un pays. C'est notre objectif et nous allons tout mettre en œuvre pour que cet objectif soit atteint. Nous sommes fermement déterminés à poursuivre cet effort. Fadafina Telebe, la Kafa, Lamnata, en Maninka et Deftere Andirnde en Pulaar permettant de réduire le taux d'analphabétisme qui est passé en 2 ans de 65 à 60%. Je vous l'annonçais en titre, on connaît désormais le nom de la lauréate du prix Adia Tousso qui célèbre le talent féminin. Le concours est à sa 3e édition et cette année, Kadiatou Touré de la RTG Boulbiné remporte le trophée grâce à un grand reportage consacré à la découverte des adolescents otages de l'or à Siguiri. C'est le titre du reportage. La lauréate a reçu hier son prix des mains de l'ambassadeur de France en Guinée. Ce concours est une initiative de l'Alliance Femmes Médias, Makale Souma. 4 catégories de médias étaient concernées par ce prix: télévision, radio, presse écrite et presse en ligne. Mais seul le reportage télé de Kadiatou Touré intitulé « Des adolescents otages de l'or » a été primé. Le prix de cette édition, la 3e édition de 2013, est attribué à mademoiselle Kadiatou Touré de la RTG. Nous partageons et que nous soutenons les valeurs et le combat qui est le vôtre et que nous resterons à vos côtés dans les mois et dans les années qui viennent par les programmes de coopération de l'ambassade de France qui font une place éminente à la femme. Le prix Adia Tousso, initiative de l'ONG Alliance Femmes et Médias, est un appel à l'excellence, mais aussi à l'incarnation de la dignité de la presse, surtout au niveau de la gente féminine. Celle dont le prix porte le nom, ayant été elle-même une référence dans les médias, se réjouit de l'engouement et du niveau d'organisation du prix. Cet honneur va au-delà de ma modeste personne. Je considère qu'il est adressé à toutes les femmes journalistes qui ont su gagner ce formidable pari au moment où nous sommes venus aux médias sans formation, puisque nous sommes venus directement de la radio, nous sommes descendus à la télévision, et donc pour moi c'est un hommage qui a été rendu à toutes les femmes. Des satisfecit ont été également donnés aux différents partenaires, aux membres du jury et aux candidates, avec une recommandation spéciale du jury à l'endroit des candidates non primées, celle d'accepter de se former pour améliorer la qualité de leurs articles afin de leur permettre de mieux s'intégrer dans leurs différentes rédactions.
La pompe à eau à piston est une invention du Guinéen Agibou Bari. Ce produit est sur le marché depuis quelques années et l'inventeur vient de créer ce qu'il appelle la pompe inox. Ibrahima Keita nous en dit plus. Après l'invention de la pompe à eau à piston alternative qui lui a permis de mettre à la disposition des populations des pompes sur brouette, des pompes domestiques, des pompes à table et autres pompes d'irrigation, le jeune Agibou Bari passe à la vitesse supérieure. Agibou Bari vient d'initier les pompes inox, premier du genre en Afrique. On a abouti à cette technologie vraiment une nouvelle, je peux dire sur le plan national et international. Une innovation appréciée par le service national de l'eau, même si le chemin à parcourir reste encore long. Une occasion d'interpeller tout le monde, afin que tout le monde, à son image, cherche à se perfectionner dans un domaine précis. Une ambition qui cadre avec la vision des nouvelles autorités du pays. Une eau potable pour tous et en quantité suffisante. Les violences basées sur le genre sont courantes en milieu scolaire où la propagation du VIH-Sida inquiète certains citoyens. À Dixine, un projet baptisé Espoir Ado vient d'être lancé par l'épouse du Premier ministre. Au nom de la Première Dame de la République, le projet se fixe pour défi d'aider les élèves à lutter efficacement contre les violences en milieu scolaire. Adama Magasuba. C'est en effet l'ONG Santé Plus qui est une ONG sous-régionale qui a bénéficié du financement en vue de la mise en œuvre du projet Espoir Ado. Un projet qui s'étend sur un an et financé à hauteur de près de 100 000 $ US par l'État fédéral à travers l'USAID. Pour endiguer cette contagion, il faudrait conduire des efforts conséquents, mûrement réfléchis. La protection des jeunes par la prévention contre les violences basées sur le genre et la pandémie de VIH-Sida reste une préoccupation d'actualité en milieu scolaire. La représentante de la Première Dame de la République a rappelé le travail abattu par le gouvernement guinéen dans le cadre des violences basées sur le genre et la propagation du VIH-Sida dans le milieu scolaire. C'est le lieu de rappeler qu'avant son approbation et son financement par le département d'État à travers l'USAID, la Guinée a réalisé des projets remarquables dans la lutte et la prévention contre les violences basées sur le genre et la propagation du VIH-Sida notamment. Ce acquis a permis à l'Association des femmes américaines de soutenir financièrement ce projet Ado, Espoir Ado, en passant par le département d'État et l'USAID en Guinée. Pour les responsables d'établissements scolaires, un tel projet constitue un bréviaire pour la prévention de toute forme de violence. Le chef d'état-major général des armées au chevet de certains agents des forces de l'ordre, Namori Traoré, s'est rendu dans certaines structures sanitaires de la capitale pour apporter son soutien à certains de ses compagnons d'armes à la Sandiabi. Les militaires malades ne sont pas oubliés. Ils reçoivent périodiquement la visite du chef d'état-major général des armées qui vient s'enquérir non seulement de leur état de santé, mais aussi leur apporter le soutien et le réconfort moral. Je suis très fier de recevoir mon chef hiérarchie, le grand chef. Comme je souffre, maintenant je suis content, comme si je suis guéri. L'expression me manque, sinon que le simple visite du général des forces armées sur mon lit, ça me touche. Je ne peux que remercier. Vraiment, je suis très remonté pour ça. Une action de portée humanitaire saluée par l'ensemble des responsables des structures sanitaires visitées. La visite du chef d'état-major des forces armées dans notre structure pour voir l'état de santé des malades nous rassure à plus d'un titre.
Nous sommes très contents. L'autorité militaire, chaque mois, se déplace pour venir voir dans nos structures hospitalières les patients ou les militaires qui sont hospitalisés pour un problème de santé, leur apporter non seulement un soutien moral, mais un soutien matériel également. Et je pense que cela est réconfortant non seulement pour nous prestataires de soins, mais aussi pour les patients qui sont hospitalisés dans nos structures de santé. Cette action est l'expression de la volonté de la hiérarchie militaire d'œuvrer pour le renforcement de la cohésion et la culture de l'esprit de corps au sein des forces armées guinéennes. C'est un acte de commandement qu'il a eu à refléter à ce niveau pour qu'il partage avec ses hommes les douleurs qu'il en pâtissent. Donc à cette occasion, il a eu à constater que cette dernière visite, il y a moins de malades par rapport aux visites précédentes. Et il profite de l'occasion pour remercier tous les médecins impliqués dans l'amélioration des conditions de la santé des militaires. Cette action de solidarité intervient une fois dans le mois. L'ONG Terre des Hommes vient en appui à l'hôpital national d'Anka. Un lot important d'équipements médicaux a été remis au service de cardiologie et de chirurgie pédiatrique, ce qui va améliorer les prestations de ces services en termes d'examen et d'analyse. Par exemple, Saint-Martin Fancinadeno nous fait le point. Dans sa collaboration avec l'hôpital national Ignace Dine, l'ONG Terre des Hommes offre du matériel médical au plateau technique des services de cardiologie et de chirurgie pédiatrique, des appareils d'échographie et d'anesthésie, un extracteur d'oxygène, des sondes de PSL, un groupe électrogène et accessoires sont destinés à l'unité pédiatrique. Le service de cardiologie, quant à lui, s'est étoffé d'un appareil électrocardiogramme, d'un pouce-seringue électrique et d'un tensiomètre artériel. Nous avions transféré ensuite les enfants vers la Suisse, ou vers l'Espagne, ou vers la France, où ils étaient opérés. Et ensuite, quand ils revenaient, on les suivait. Et on s'est rendu compte qu'il fallait soutenir l'effort pour aider déjà à prendre en charge en Guinée, et qu'il était possible, avec une bonne prise en charge, de ne pas avoir forcément recours au transfert. Étant des enfants, sont l'espoir, sont l'avenir du pays. Donc je pense que finalement, c'est une action qui cible une question stratégique. La population elle-même touche l'élément essentiel de l'avenir qui sont les enfants. Cet appui de Terre des Hommes vient ainsi renforcer les capacités techniques et organisationnelles de ces services par l'amélioration des interventions chirurgicales, des soins, des examens et analyses liées à la prise en charge des enfants atteints de pathologies graves. Avec Terre des Hommes, c'est une vision, une responsabilité pour améliorer la prise en charge de nos patients et améliorer la qualité de vie de ces patients qui viennent vers nous. Dans ce partenariat, Terre des Hommes entend également promouvoir et réussir la campagne de prévention et de lutte contre la sténose caustique et les maladies cardiovasculaires. C'est là pour réduire le taux d'évacuation de ces cas vers l'Europe. Une page santé encore, cette fois avec l'Association guinéenne de lutte contre le tabagisme. L'organisation lance une campagne d'information et de sensibilisation sur la consommation abusive du tabac, surtout chez les jeunes qui fument de plus en plus en Guinée, selon certaines statistiques. Tcherno Maroufba et Falilou Diallo nous en disent plus. En Guinée, le tabagisme prend de l'ampleur au sein de la population. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette maladie est la première cause évitable de la mortalité. Ces fléaux tuent plus que la tuberculose, le sida et le paludisme, soit 5 millions de victimes tous les ans. En Guinée, toute la couche populaire de la Guinée, il y a des fumeurs. Le plus souvent, avec les statistiques que nous détenons actuellement, il s'avère que 57% de la population guinéenne fume. Et parmi ces 57%, nous avons à peu près 10% de femmes qui fument. Donc c'est dans le cadre de sensibiliser et minimiser le nombre de fumeurs dans notre pays que nous avons jugé utile de faire ces conférences de sensibilisation, surtout dans les lycées. Du lycée Koumandian Keta au lycée Léopold Sédar Senghor de Yimbayan, passant par le lycée 1er mars, le message reste le même. Le conseil que j'ai donné à mes camarades qui fument aujourd'hui, c'est de leur demander d'arrêter de fumer. Oui, parce que la cigarette peut rendre un homme impuissant et tout comme il peut rendre la femme stérile. J'ai su aujourd'hui que le tabac, ce n'est même pas un fléau, c'est un crime pour la jeunesse guinéenne
ça a des conséquences néfastes du point de vue de la santé et économique. Les enquêtes révèlent que l'âge moyen des fumeurs dans les établissements est de 17 ans. Cela montre que le tabagisme se développe progressivement dans les milieux jeunes de 10 à 15%. C'est officiel, les résultats sur la qualité de la démocratie et la bonne gouvernance en Guinée sont rendus publics par l'ONG Statut International. C'est le fruit d'un travail d'enquête dirigé par le réseau Afro-Baromètre. Selon ces résultats, 6 Guinéens sur 100 connaissent par exemple ce que c'est que la démocratie. L'enquête a porté sur d'autres sujets importants comme le montre ce compte-rendu de notre reporter Abdoulaziz Diallo. Les enquêtes de l'ONG Statut International réalisées cette année portent entre autres sur le fonctionnement de la démocratie en Guinée, la gouvernance locale, la perception de la démocratie et la corruption au sein des services de l'État. Le budget national de la Guinée repose essentiellement sur les impôts, les taxes que nous payons, mais également les recettes minières et d'autres sources. Mais il y a un défi énorme de collecte des taxes et les citoyens disent simplement qu'ils ne savent pas comment, quand, à qui il faut payer les taxes et aussi et ne croient pas qu'en payant les taxes vont effectivement servir au développement local, au développement de la nation. Ces résultats d'enquête démontrent un résultat périlusant sur la gouvernance actuelle. Les autorités de la Troisième République promettent de tout mettre en œuvre afin de lutter contre la malgouvernance et l'insécurité en Guinée. Nous sommes dans la construction de tous les aspects en matière de démocratie. Et nous ne contestons pas l'existence de la criminalité, mais nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour combattre cette criminalité. L'état de droit se caractérise par un certain nombre d'éléments, dont le respect des textes de loi. Le réseau Afrobaromètre est une série comparative d'enquêtes d'opinion publique. Il mesure l'évolution publique de la démocratie et propose des solutions alternatives. Je vous l'annonçais en titre, la rubrique rétrospective de l'année 2013 est consacrée ce soir au secteur de l'administration du territoire et de la décentralisation. On pourrait mettre à l'actif du ministère, par exemple, la formation et le perfectionnement des administrateurs territoriaux et des jeunes cadres du département en gouvernance locale. Sur certains sujets, ça coince. Mohamed Lamine Camara nous fait le point. Pour promouvoir le renforcement du processus de décentralisation en Guinée, des programmes et projets ont été montés par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en 2013. Des projets pour améliorer les conditions de vie des collectivités à la base. Le PACV, le PACP2 et le PDI3 ont élargi leurs interventions sur la presque totalité du territoire guinéen durant cette année. À l'intérieur du pays, des infrastructures de base ont été construites par ces programmes, notamment des écoles, des forages, les bureaux des communes rurales et même des lieux de loisirs. À Conakry, 3 mairies sur 5 sont aujourd'hui réhabilitées conformément aux normes internationales. Il s'agit des hôtels de ville de Kaloum, de Matoto et de Dixine. Sur la même lancée, des études ont été menées pour la création de nouvelles régions considérées comme des collectivités décentralisées. Des collectivités qui vont désormais assurer leur propre gestion en tant qu'administration locale. Ce nouveau découpage entre en application de la lettre de politique nationale de décentralisation et du développement local, ce qui prouve à suffisance que le processus de transfert de compétences vers les collectivités se consolide de plus en plus. L'appel qui a été lancé aux différents départements ministériels pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la politique d'un département, c'est la politique du gouvernement en faveur évidemment des populations. Il y a eu beaucoup de progrès, pour le moment sur le plan des études. Et quand nous serons au niveau des régions, je crois que beaucoup de Guinéens comprendront la nécessité de la décentralisation. Dans l'exécution de la politique de l'administration territoriale, l'accent a été mis sur la formation des acteurs territoriaux. À ce jour, 304 sous-préfets, 104 secrétaires généraux des préfectures et communes urbaines et 61 jeunes cadres du département ont renforcé leurs compétences en matière de gouvernance territoriale participative.
Et puis je reçois sur ce plateau notre reporter Mohamed Lamine Camara, reporter au journal télévisé de la télévision nationale. Monsieur Camara, bonsoir. Bonsoir Solano. Dans votre reportage, vous parlez de politique renforcée de régionalisation pour aboutir à quoi? En fait, la régionalisation est une nouvelle configuration du découpage administratif. Cela veut dire que désormais, il va y avoir dans chaque région administrative deux régions, c'est-à-dire administrative et décentralisée. C'est-à-dire cette politique de décentralisation mise en place par le ministère de l'administration du territoire, ce ministère veut apporter un plus aux collectivités locales, c'est-à-dire mettre en place une structure qui va veiller désormais sur les collectivités locales. C'est pourquoi cette politique de régionalisation. Pour le cas de Conakry, c'est très simple et il va y avoir une mairie centrale. Ce ne sera plus un gouvernement, mais plutôt une mairie centrale. Le maire central qui sera élu par ses pairs sera le maire de Conakry. Et puis également dans votre reportage, vous parlez de rénovation des mairies. On a suivi cette actualité durant l'année 2013. Mais est-ce que le département réfléchit à évaluer justement l'apport des élus locaux dans ce projet? En fait, la construction des infrastructures telles que la mairie, aujourd'hui, ça fait partie d'une des priorités du ministère. Comme je l'ai dit, c'est pour renforcer toujours renforcer le processus de décentralisation. Cela va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Les maires aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de choses manquent dans leur intervention pour satisfaire les communautés à la base. Mais il faut comprendre que le ministère continue toujours à booster, à s'investir pour améliorer les conditions de vie des collectivités locales, en fait. Et puis, Mohamed Lamine Camara, une dernière question peut-être pour terminer. Qu'en est-il de la formation des administrateurs territoriaux, puisque vous en parlez dans votre reportage? Parlons du moins de la formation des administrateurs territoriaux. Cela aussi contribue au renforcement de l'administration territoriale. Pas plus tard qu'hier, les administrateurs territoriaux, les gouverneurs, les préfets étaient en formation du côté de Mamou. À ce jour, les 304 sous-préfets sont formés, les secrétaires généraux des communes rurales et urbaines sont formés. Une partie des jeunes cadres du département aussi est formée. Bon, cela, c'est une manière de contribuer ou de préparer la relève, surtout les jeunes cadres. Comme vous le savez, au début de l'année 2013, le ministère avait initié une tournée de sensibilisation. Une tournée de sensibilisation, c'était pour dire du moins aux administrateurs territoriaux de changer un peu leur comportement vis-à-vis des citoyens. Donc, c'est ce que le ministère veut renforcer ou changer ses comportements en renforçant les capacités des administrateurs territoriaux. Mohamed Lamine Camara, je rappelle que vous êtes reporter à la télévision nationale. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Tougué, à Guékédou et Farana. Restez fidèles à la télévision nationale.